Pour Vladimir Poutine, Kharkiv n'a jamais été qu'une cible de plus. C'est une obsession absolue, inébranlable. En tant que deuxième plus grande ville d'Ukraine, située à une distance terrifiante de 30 km à peine de la frontière russe, c'était la récompense ultime de la tentative d'invasion sanglante de 2022. Cet assaut initial a complètement échoué, mais le Kremlin n'a jamais vraiment abandonné cet objectif critique. Moscou était prête à payer un prix astronomique en sang pour ce qui semblait initialement n'être qu'une ville frontalière mineure. Puis, tout a changé. En avril et mai 2026, l'Ukraine a lancé une contre-offensive brutale et massive qui a violemment et complètement bouleversé tous les calculs militaires de Poutine. Vovchansk, situé à seulement 5 ou 6 km de la frontière russe, n'est plus un tremplin russe. Au lieu de cela, elle est devenue une ligne de front mortel où les forces ukrainiennes avancent sans relâche. Cette onde de choc dévastatrice et sans précédent a définitivement bouleversé l'ensemble du cadre stratégique du Kremlin pour la zone nord. Bienvenue sur notre chaîne. Ce que vous allez entendre est l'histoire de la façon dont l'Ukraine a brisé le plan de zone tampon de la Russie à Kharkiv, a forcé les forces russes à se mettre sur la défensive à distance de frappe de la frontière et a simultanément commencé à frapper la logistique russe jusqu'à 160 km derrière les lignes de front près de Mariupol. Alors assurez-vous d'être abonné. Cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant, car ce qui se passe sur le front nord-est de l'Ukraine en ce mois de mai 2026 n'est pas l'histoire que le Kremlin souhaite raconter. Et chaque niveau de cette histoire compte pour comprendre où va cette guerre. À partir de la fin de 2025, la Russie a massé une force importante dans la région de Vovchansk. Des unités de la 69e division d'infanterie motorisée relevant de la 6e armée interarmes, aux côtés des forces Akhmat de Kadyrov, ont été redéployées vers ce secteur. L'objectif comportait plusieurs niveaux: épuiser les lignes défensives ukrainiennes grâce à des tactiques d'infiltration de petits groupes, une pression soutenue de l'artillerie et des attaques coordonnées, empêcher l'Ukraine de déplacer des forces vers l'offensive principale à Donetsk en immobilisant les ressources au nord, s'emparer de territoires dans l'oblast de Kharkiv, déclarer de nouveaux gains et diffuser le message intérieur à la télévision russe selon lequel Moscou défend ses frontières. La réponse de l'Ukraine a été une opération d'assaut coordonnée qui a inversé la trajectoire de ce front. Au centre de la percée se trouvait le 23e bataillon d'assaut, rattaché au 2e corps Kartia de la garde nationale ukrainienne. Les groupes d'assaut ont franchi la ligne de contact russe et ont nettoyé les positions défensives avancées jusqu'à la profondeur des fortifications au niveau de la compagnie. Ce fut la première contre-offensive ukrainienne significative dans cette région depuis des mois, démontrant que malgré toute la pression russe, l'Ukraine avait maintenu sa capacité offensive. Pour comprendre ce que cette opération a réellement exigé, il faut comprendre à quoi ressemble le champ de bataille autour de Vovchansk. Des mois de combats intenses ont rasé la moitié de la ville, des bâtiments détruits et criblés de dégâts bordent chaque rue, les routes sont couvertes de gravats et d'éclats d'obus. Chaque fenêtre est une position potentielle pour un tireur d'élite, chaque dépression un champ de mine potentiel, et des drones de surveillance tournoient continuellement au-dessus de nos têtes. Avancer dans ces conditions est considérablement plus difficile et plus exposé que de défendre, car le camp attaquant peut être détecté et frappé à tout moment depuis de multiples directions simultanément. Le 23e bataillon d'assaut l'a quand même fait. Le régiment a déclaré dans son communiqué « Le 23e régiment d'assaut continue de mener à bien des missions de combat dans les secteurs les plus difficiles du front, démontrant l'efficacité des opérations d'assaut coordonnées. » Les résultats concrets sont apparus immédiatement sur la carte de la ligne de front. Des progrès significatifs ont été réalisés autour du village de Staritsia et dans la zone forestière au nord du village. Staritsia n'est qu'à 4 ou 5 km de la frontière russe. L'Ukraine est désormais à portée d'artillerie et de drones des positions russes de l'autre côté de cette frontière. Des opérations de nettoyage forestier ont également été menées sur les positions russes en direction de Vilcha. Les forces ukrainiennes ont avancé jusqu'aux abords immédiats du village, ont saisi des positions et ont repris du terrain dans la partie sud-est de Vovchansk même. Lorsque ces deux gains sont évalués conjointement, le tableau stratégique apparaît sans ambiguïté. L'effort de plusieurs mois de la Russie pour établir une zone tampon a été inversé au niveau local. L'élan que le Kremlin a soutenu sur ce front fin 2025 et début 2026 a été brisé. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car l'analyse que je vais vous présenter explique non seulement ce qui s'est passé à Kharkiv, mais ce que cela révèle sur la position stratégique plus large de la Russie sur l'ensemble du front. Ces avancées ne se sont pas limitées au secteur de Vovchansk. L'Ukraine a exercé une contre-pression dans la direction de Kupiansk au cours de la même période, et des rapports font état d'activités locales près de Svatov. Tout indique que les forces russes ont été repoussées au sud de Krouliakivka.
une ligne considérée depuis des mois comme l'axe de la deuxième initiative de zone tampon de la Russie dans le nord-est. Là aussi, la Russie semble échouer à atteindre la profondeur qu'elle recherche. En considérant la région de Kivka dans son ensemble, l'Ukraine applique systématiquement le même modèle opérationnel. Depuis des mois, la Russie tente d'avancer en utilisant des tactiques d'infiltration, des attaques en petits groupes et une pression constante de l'artillerie. L'Ukraine répond à chaque tentative d'infiltration par une contre-attaque, fortifie les zones nettoyées et revient pour établir une position défensive plus solide en vue du prochain assaut russe. Ce cycle de maintien, de nettoyage et de fortification érode l'élan offensif de la Russie à chaque itération. Ce sont des gains tactiques, pas des percées qui changent fondamentalement la donne sur l'ensemble du front, mais chaque contre-attaque ukrainienne réussit et érode un peu plus le récit du Kremlin d'une initiative incontestée partout, car l'Ukraine maintient une capacité offensive locale dans des secteurs où la Russie a concentré des forces spécifiquement pour affirmer son contrôle. Examinons maintenant le tableau plus large d'où se concentre réellement l'effort offensif de la Russie. Des observateurs indépendants ont géolocalisé environ 3000 frappes d'artillerie de mortiers antiaériennes le long du front s'étendant de Zaporijjia à Donetsk entre février et mai 2026. Ces données révèlent deux zones de concentration critiques, le secteur d'Orikiv, dans la région de Zaporijjia, et la ligne juste au nord de Pokrovsk. Ces deux points indiquent l'axe principal que la Russie avait prévu pour son offensive de l'été 2026. Un changement stratégique notable s'est produit dans le secteur de Pokrovsk-Kostiantynivka. En 2025, la Russie tentait d'enfoncer un coin entre Toretsk et Kostiantynivka. En 2026, elle est passée à un plan visant à encercler Toretsk par le sud-est. Mais malgré la perte de Pokrovsk et de Myrnorad, la résistance ukrainienne dans cette région a été largement efficace. La ligne de front est restée en grande partie inchangée. La Russie a gagné du territoire mais n'a pas réussi à convertir ce gain territorial en avantage stratégique. Le 7e corps de réaction rapide d'Ukraine a signalé que la 90e division blindée russe avait été détectée à Pokrovsk, les forces russes utilisant la ville pour masser du personnel et du matériel. La Russie concentre des forces importantes ici, tentant d'encercler Chassiv Yar, d'établir des postes de commandement à Myrnorad et de créer les conditions d'une avancée plus à l'ouest. Les unités ukrainiennes de la région ont fait état de la perte de 329 soldats russes depuis début mai et ont détruit ou endommagé plus de 40 pièces d'équipement, y compris des systèmes d'artillerie. Pokrovsk reste un rappel que la machine de guerre de la Russie est toujours lourde et dangereuse. Le Kremlin ne reculera pas ici car la capture de l'intégralité du Donbass est l'une des pierres angulaires de la légitimité politique de Poutine. La Russie paye un prix extraordinaire depuis des mois. Des centaines de soldats, des centaines de véhicules et une consommation importante de munitions pour chaque kilomètre carré d'avancée. Le gain tactique est réel mais le coût stratégique s'accélère et c'est la dimension critique que la plupart des analyses sous-estiment. La machinerie lourde nécessite des routes, des zones de rassemblement, du carburant, des munitions, des infrastructures de réparation et des lignes d'approvisionnement. Si ces lignes d'approvisionnement sont perturbées, la machine s'arrête et l'Ukraine a commencé à frapper précisément ces chaînes d'approvisionnement. Des images diffusées par le premier corps Azov montrent des drones de reconnaissance et d'attaque ukrainiens opérant autour de Mariupol occupé, à 160 km derrière les lignes de front, traquant et frappant les mouvements militaires russes sur les routes entourant la ville. L'Institut pour l'étude de la guerre a évalué que les forces ukrainiennes utilisent des drones pour détecter et attaquer les lignes d'approvisionnement terrestre russes dans les zones occupées de l'oblast de Donetsk. Des images géolocalisées ont confirmé les attaques ukrainiennes sur des véhicules russes le long de l'autoroute T059 Mariupol-Donetsk. Des opérations similaires ont été signalées le long de la route M14 en direction des zones occupées de Zaporijjia. Ce que cela signifie sur le plan opérationnel, c'est que la zone arrière de la Russie n'opère plus dans le silence. Un conducteur qui croit que la route est sûre se comporte d'une certaine manière. Un conducteur qui sait que des drones chassent sur cet itinéraire se comporte très différemment. Chaque retard, chaque convoi détourné, chaque moment d'incertitude ralentit le flux d'approvisionnement atteignant les lignes de front. C'est l'équivalent à l'ère des drones de l'interdiction aérienne du champ de bataille. L'effet n'est pas total, mais il s'accumule. L'Ukraine n'est pas encore retournée à Mariupol avec des drapeaux, mais la logistique russe autour de Mariupol n'opère plus dans le silence, et cela seul est significatif sur le plan opérationnel. Si vous trouvez ce décryptage utile, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne et d'avoir activé vos notifications. Nous couvrons cette crise tous les jours avec la profondeur qu'elle mérite. Cliquez sur s'abonner pour ne manquer aucune mise à jour. Lorsque les avancées de Vovchansk sont combinées à la campagne d'interdiction par drone de Mariupol, le problème stratégique auquel la Russie est confrontée devient clair sur 3 axes simultanés.
Au nord, l'Ukraine se rapproche de la frontière et force les forces russes à adopter une posture défensive. L'élan offensif de la Russie en direction de Kharkiv, soutenu pendant des mois, a été brisé. Le plan de zone tampon se serait effondré au niveau tactique. Au sud, les drones ukrainiens frappent les zones arrière de la Russie à des profondeurs de 95 à 160 km. Les convois russes n'opèrent plus en sécurité à des distances qui étaient auparavant considérées comme un territoire arrière sûr. Au centre, le long de la ligne Pokrovsk-Kostiantynivka, la Russie n'a pas réussi à réaliser de percées décisives malgré les plus fortes concentrations de troupes de la phase offensive actuelle, et le coût au kilomètre carré augmente chaque semaine. Sur ces trois axes, le récit intérieur du Kremlin, d'une avancée continue et d'un élan stratégique favorable, se fissure face aux preuves opérationnelles. Les avancées autour de Vovchansk ont des conséquences spécifiques au-delà de la carte de la ligne de front. Les unités à Krmak de Kadyrov comptaient parmi les forces russes les plus actives dans cette région et Kadyrov avait personnellement promis la victoire ici. Les avancées de l'Ukraine ont rendu cette promesse caduque et sapant directement la position intérieure de Kadyrov. Les critiques selon lesquelles nos frontières ne sont pas protégées pourraient s'amplifier au sein des circonscriptions nationalistes en Tchétchénie. L'avancée de l'Ukraine, à moins de 4 à 5 km de la frontière russe, offre un avantage non seulement psychologique, mais aussi opérationnel. Les positions russes de l'autre côté de la frontière sont désormais à portée effective de l'artillerie, des drones et des systèmes de reconnaissance ukrainiens. Les infiltrations à petite échelle, les opérations de sabotage et les raids de drones sur le territoire frontalier russe augmentent régulièrement. Une opération transfrontalière à grande échelle de l'ampleur de l'opération Kursk de 2024 semble peu probable compte tenu de la posture stratégique actuelle de l'Ukraine qui consiste en une défense active combinée à l'avancement de la ligne défensive, mais l'option existe et la Russie le sait. Les méthodes employées par l'Ukraine à Vovchansk façonnent également l'avenir de la guerre elle-même. Le 23e bataillon d'assaut a combiné des tactiques d'infanterie classiques avec des systèmes sans pilote tout au long de l'opération. Des drones de reconnaissance ont cartographié chaque tranchée et bunker avant que les groupes d'assaut au sol n'avancent. Les drones FPV ont réprimé les positions russes tandis que l'infanterie avançait sous cette couverture. Humains et machines ont opéré en coordination à chaque étape. L'Ukraine ne se contente pas d'appliquer ce modèle à Vovchansk, elle le déploie sur tout le front tout en intégrant simultanément de nouvelles technologies. Les drones à fibre optique, contrôlés par des câbles physiques et insensibles au système de guerre électronique russe, deviennent de plus en plus courants. Des tourelles alimentées par l'IA sont testées pour la détection et l'interception de drones. Et les robots terrestres ont dépassé le stade expérimental. Plus de 24 500 missions robotiques auraient été menées rien qu'au premier trimestre 2026. L'Ukraine ne se contente pas de lancer des contre-attaques, elle transforme technologiquement sa capacité défensive et offensive en temps réel. Alors quelle carte reste-t-il à Poutine et quelle est leur force? La première carte est l'offensive d'été. La concentration de la 90e division blindée autour de Pokrovsk et du secteur de Rykhiv indique que la Russie planifie une poussée offensive majeure à travers Donetsk pendant les mois d'été. La logique du Kremlin est de compenser les pertes au nord en gagnant du terrain au sud-est, mais cette offensive suivra le même modèle d'attrition qui a produit des rendements décroissants tout au long de 2026. Des milliers de soldats, des centaines de véhicules, une consommation importante de munitions et en fin de compte, des avancées mesurées en petit nombre de kilomètres carrés. Alors que le réseau de drones ukrainiens devient plus performant de semaine en semaine. La deuxième carte est la mobilisation. La Russie a tenté de combler le manque d'effectifs par des appels successifs de réservistes tout en évitant de déclarer une mobilisation générale totale. La mobilisation partielle de 2022 a généré des désertions massives et d'importants troubles intérieurs. Un nouvel ordre de mobilisation totale comporte le même risque multiplié par 2 années supplémentaires de fatigue liées à la guerre accumulée à l'intérieur de la Russie. La troisième carte est la guerre énergétique. La Russie a systématiquement ciblé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine pendant 3 hivers consécutifs et la même stratégie se prépare pour l'hiver 2026-2027. Mais l'Ukraine a reconstruit et renforcé ses défenses énergétiques après chaque campagne hivernale et les alliés occidentaux accélèrent les livraisons de défense aérienne spécifiquement pour faire face à cette menace. La quatrième carte est la diplomatie. Poutine utilise la voie des négociations pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu et de pourparlers depuis une position prétendue d'élan. Mais les réalités sur les lignes de front contredisent directement cette affirmation. Tant que l'Ukraine ne recule pas et que le soutien occidental se poursuit, la carte diplomatique produit de la pression mais pas de levier. Et la cinquième carte, la menace nucléaire, reste sur la table mais devient moins crédible de mois en mois. Le Kremlin brandit cette carte depuis 4 ans sans la jouer, car le coût de la jouer est bien plus élevé que le coût de la poursuite de la guerre conventionnelle.
Chaque carte dans la main de Poutine est soit risquée, soit coûteuse, soit en déclin d'efficacité. La zone tampon au nord se serait effondrée. La logistique au sud est sous l'interdiction des drones. Et la guerre d'usure au centre consume les réserves de la Russie plus vite qu'elles ne peuvent être remplacées. La Russie peut encore attaquer. Elle peut encore avancer dans des secteurs spécifiques et infliger des dégâts importants, mais elle ne peut pas avancer dans les directions et au rythme qu'exigeait son plan stratégique. Le Kremlin continue de dessiner la carte qu'il souhaite, mais la ligne de front ne coopère pas avec cette carte. Il est peut-être encore trop tôt pour déclarer un tournant stratégique définitif dans cette guerre, mais quelque chose a changé dans le nord-est qui ne peut être annulé par une conférence de presse du Kremlin. Pour Poutine, Vovchansk n'était pas qu'un village. C'était la porte d'entrée de Kharkiv, une zone tampon dans sa planification, et une question de prestige politique. Cette porte s'est maintenant refermée non pas contre l'Ukraine, mais contre l'offensive qui était censée l'ouvrir. Abonnez-vous dès maintenant si vous voulez suivre chaque développement de cette histoire au fur et à mesure. Nous assurons une couverture continue de la contre-offensive nord-est de l'Ukraine, des préparatifs de l'offensive d'été de la Russie à Pokrovsk et Orikhiv, et nous verrons si la campagne d'interdiction par drone de Mariupol commence à contraindre de manière significative la logistique russe à grande échelle. Cliquez sur la cloche de notification pour être là au moment de la publication et déposez votre analyse dans les commentaires ci-dessous, car voici les questions qui comptent en ce moment. L'avancée de l'Ukraine à Vovchansk force-t-elle la Russie à détourner des forces de son offensive estivale prévue à Donetsk pour stabiliser le nord? Ou la Russie accepte-t-elle la perte d'élan à Kharkiv et concentre-t-elle tout sur Pokrovsk et Orikhiv? La campagne d'interdiction par drone de Mariupol peut-elle véritablement contraindre la logistique russe à l'échelle requise pour affecter les résultats sur la ligne de front? Ou la Russie conserve-t-elle une redondance de voies d'approvisionnement suffisante pour absorber les perturbations? Et la question qui touche au centre de gravité de tout ce conflit, si l'offensive estivale de la Russie dans les secteurs de Pokrovsk et Orikhiv suit le même modèle d'attrition qui a défini chaque poussée précédente, à quel moment l'accumulation de coups stratégiques, sans gain stratégique, commence-t-elle à modifier les décisions prises au sein du Kremlin?